Jamais irremplaçable, mais toujours indispensable, selon ses propres mots quand il était joueur, Didier Deschamps est aujourd'hui l'indiscutable patron des Bleus. Juste avant sa venue à Geoff, chez Michel Platini, pour donner le coup d'envoi du FFF Tour, annonçant l'Euro 2016 en France, l'homme qui a notamment soulevé la Coupe du Monde 1998 joue franc jeu devant nos caméras. Enfant, il pensait que le football n'était pas un métier. Il va pourtant y faire une carrière exceptionnelle sur le terrain et aujourd'hui sur le banc, en meneur d'hommes, comme toujours. Bonjour Didier Deschamps. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les Bleus ont remporté, Didier Deschamps, leur plus grand titre avec deux capitaines. L'un est devenu le patron du football européen, l'autre le boss des tricolores. Vous avez soulevé deux des plus prestigieux trophées de la planète. Vous avez brandi la Coupe du Monde 98 et celle de l'Euro 2000, l'ancien numéro 10, celle de l'Euro 84 qui se déroulait déjà en France, précisément, Didier Deschamps, le 27 juin 1984. Vous n'avez pas encore 16 ans, vous êtes à la Jonelière, le centre de formation du FC Nantes. Quel souvenir gardez-vous de la finale remportée contre l'Espagne sur 2 buts de Platini et de Bellone? Oh, c'est les premiers souvenirs de football, même si j'en ai quelques-uns avant, la Coupe du Monde de 82, mais j'étais une tranche d'âge où il n'y avait pas tous les matchs aussi qui étaient télévisés, donc ça reste la première grande victoire collective du football français. C'était en France, donc au Parc des Princes, donc j'étais à fond derrière l'équipe de France déjà. Vous la regardez où ce match-là? J'étais chez moi, Pays Basque, famille. Le 7 juin prochain, au Stade de France, vous affronterez la Belgique en amical. Je me demandais si le jeune espoir que vous étiez à l'époque avait assisté à la Beaujoire, à la victoire des Français 5-0 contre les Diables Rouges. Non. Vous n'avez pas été à l'époque? Non, c'était ma période de vacances. Donc c'était au Pays Basque? J'étais au Pays Basque, non, j'étais toute l'année à Nantes, à la Jonelière, donc la période mois de juin, c'est la période des vacances. Un an plus tard, le 27 septembre 1985, vous disputez votre premier match en première division contre Brest à 17 ans avec les Canaries, sous les ordres de Jean-Claude Suaudeau. Pouviez-vous alors imaginer ce que la carrière que vous allez faire ensuite? À quoi rêviez-vous alors? Le plus important pour moi, quand j'ai pris la décision d'intégrer le centre de formation de Nantes, de la Jonelière, c'était d'avoir mon contrat professionnel et de jouer avec l'équipe première. Donc ce premier match, on s'en rappelle toujours du premier match, ça a été voilà, une première étape assez jeune forcément, puisque j'avais pas encore 17 ans. Donc, et puis après, je me suis fixé d'autres objectifs quand j'en avais un d'atteint. Après, c'était forcément de jouer le plus de matchs possible, d'être titulaire. Et puis un moment après, c'était évidemment de porter le maillot de l'équipe de France, puisque j'avais porté le maillot de toutes les sélections de jeunes, de porter le maillot de l'équipe de France A. Zinedine Zidane me disait, quand je lui posais la question la veille de ses 40 ans, pas si loin d'ici, à Aix-en-Provence, que si le football n'avait pas voulu de lui, il aurait été chauffeur-livreur. Quel était votre plan B à vous? Je n'avais pas, je ne sais pas, sincèrement. Mais je suis parti jeune, je suis parti, j'avais à peine 15 ans, je suivais mes études. Je les ai continuées au centre de formation de la Jonelière, donc j'avais pas d'idée bien précise, même si pour moi le football c'était pas un métier. Quand j'ai choisi d'aller à Nantes, oui forcément j'ai fait un choix important, mais au départ c'était plus un jeu et du plaisir. Mais j'aurais fait des études, je sais pas, dans la comptabilité, la gestion, c'est ce qui me plaisait, mais de là à dire le métier que j'aurais pu exercer, je ne sais pas. Alors précisément, vous dites que le football n'était pas pour vous enfant un métier, mais juste un plaisir. Vous commencez d'ailleurs, Pays Basque oblige, par l'Ovalie. Adolescent, vous êtes d'ailleurs un petit peu. Vous êtes d'ailleurs champion de France aussi du 1000 mètres. 1000 mètres, Je faisais athlétisme, je fais un peu tous les sports, la pelote basque, le rugby. J'aimais tous les sports. Un peu plus le ballon rond et le football. Mais à quel moment vous avez compris que le football allait changer votre vie? Quand j'ai dû prendre la décision, parce que pour moi, j'ai pris ma première licence assez tardivement, j'avais pratiquement 12 ans, donc moi le football c'était un jeu pour m'amuser. Jamais, même je regardais un peu à la télé les matchs, mais c'était surtout voilà, prendre du plaisir. Après, quand à 14 ans, on doit prendre une décision d'aller dans un centre de formation, on fait un choix de vie et de métier aussi. Là, j'en ai pris conscience, mais jusqu'à là, ça ne m'effleurait même pas l'esprit.
Intégrer très jeune une équipe professionnelle de football est une chose, en devenir un des cadres à peine 20 ans en est une autre. Miroslav Blažević, l'entraîneur nantais, décide de vous donner le brassard de capitaine. Être leader, répétez-vous souvent, c'est dans vos gènes. Le considérez-vous comme un don? Je pense que c'est dans les gènes. Après, il y en a. On est leader, je pense qu'on est leader. Oui. Après, ça se développe, c'est une question de caractère, de personnalité aussi, mais dans la vie de tous les jours aussi, dans le monde de l'entreprise. Hein. Il y a des leaders et il y a des suiveurs. Il y a beaucoup plus de suiveurs que de leaders. Voilà, moi, c'est jamais quelque chose, parce que peut-être aussi, dans ma période jeune en famille, je me sentais très bien avec des personnes plus âgées que moi aussi. J'étais beaucoup à l'écoute. Et après, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Je n'ai jamais eu à me forcer non plus. Hein. Alors justement, on a l'impression en observant votre parcours que c'est totalement naturel de vous imposer dans un groupe. Avez-vous travaillé le mental comme vous avez développé d'autres qualités comme l'endurance, la relance ou l'organisation du jeu? Non. Non, après, ça aussi, je pense que le caractère, on l'endurcit, on se le forge avec le temps, mais on l'a un peu à la naissance et dans les premières années de vie certainement. Après, d'être dans la difficulté, bon, après c'est une caractéristique aussi peut-être des personnes qui sont originaires de la région du Sud-Ouest et du Pays Basque en particulier, quoi. Donc, mais c'est quelque chose qui est très important parce qu'après, au-delà des qualités spécifiques dans le monde du sport ou du football ou d'un autre, à qualité égale, après c'est forcément le mental qui fait la différence. Et être compétiteur, c'est important d'avoir un mental très fort. C'est toujours à 20 ans, en avril 89, qu'un certain Michel Platini vous appelle pour la première fois en bleu contre la Yougoslavie. Il y aura 102 autres caps avant que vous ne quittiez la sélection en septembre 2000 contre l'Angleterre. Tout à fait. Y avait-il déjà dans un coin de votre tête, à ce moment-là, l'envie d'y revenir et de devenir sélectionneur? Non. Non, je tirais déjà 10 années de ma vie, ça a été quelque chose de formidable. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière de joueur, de porter ce maillot de l'équipe de France, même si j'ai joué dans de très grands clubs, gagné pas mal de trophées, mais ça a été toujours un privilège pour moi à chaque sélection, de la première à la 103e, de porter ce maillot, avec évidemment la réussite que tout le monde connaît, puisque bon, dans le football, on peut gagner tout ce qu'on veut. Voilà. Il n'y a rien de plus beau qu'une Coupe du Monde et un championnat d'Europe. Donc on a eu la chance de gagner les deux. Il a gagné tous les trophées, même ceux qui n'existent pas. Cette jolie formule est signée de Patrice Evra. Vous détestez par-dessus tout perdre. Comment transmet-on cette culture de la victoire à ces joueurs? Il faut déjà qu'ils aient au fond d'eux déjà un peu l'esprit compétiteur. Après, c'est le rôle avec mon staff au quotidien quand c'est un club ou en sélection aussi. Gagner, au haut niveau, c'est difficile. Et continuer de gagner, c'est encore plus difficile. Se maintenir, donc oui, c'est des exigences. À travers les discussions que j'ai avec eux, qu'elles soient collectives ou individuelles, voilà, moi je pars du principe que ce sont des privilégiés dans la vie, donc ils doivent tout faire pour être le meilleur possible. Et tout faire, c'est pas que sur le terrain. C'est dans l'ensemble de leur vie. Après, ils sont pas bons, ça peut arriver de rentrer en match. Mais il ne faut pas être moins performant à côté de choses. Voilà. Ils doivent respecter le privilège qu'ils ont d'être des footballeurs professionnels. Est-il vrai qu'au Brésil, vous aviez fait distribuer aux joueurs le livre de Phil Jackson qui a gagné 11 titres en NBA, qui s'appelle Les secrets du succès? Il devait y être, c'est pas moi qui l'ai distribué, mais il n'y a pas que de la PlayStation et des jeux, il y a aussi de la lecture. Ouais. Après, ils lisent pas. Oui, il y avait plusieurs bouquins, dont celui-là. Oui. D'où est-ce que vous vient cette aversion, cette détestation pour la défaite? C'est comme ça, c'est être compétiteur, c'est ça. Mais depuis tout jeune, en fait, vous avez toujours... Ouais, non, mais petit même, je ne supportais pas de perdre. Après, voilà, c'est comme ça. Et j'ai toujours fait, mais même maintenant, hein. Bon, je ne suis plus dans la compétition, mais je fais encore du sport, je joue, même quand c'est avec mon fils ou quoi, je joue pas. J'ai jamais joué pour jouer, mais je prends du plaisir, hein. Ça ne va pas à l'encontre. Mais je joue pour gagner. Et quand je ne gagne pas, je ne suis pas content. Voici justement un sélectionneur qui a tout gagné avec ses bleus, comme vous. Il était devant nos caméras. J'ai sélectionné cet extrait. On ne peut pas être entraîneur si on est centré sur soi. Enfin, on ne peut pas être un bon entraîneur. Donc et souvent après une carrière de sportif où là par contre on est un peu centré sur soi, ceux qui passent de l'autre côté de la barrière sont les gens qui sont capables de se préoccuper des autres et qui ont envie d'organiser pour les autres.
Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de se dire tous les jours que les autres ont des choses à dire, des choses à amener, et que vous n'êtes pas là pour imposer vos idées, mais au contraire pour partager ces idées et essayer et faire émerger les idées des autres pour que le projet que l'on construit soit un projet partagé. Et ensuite, ne pas craindre ses joueurs. Parce que quand on craint ses joueurs, on a tendance à commencer à aller de consensus en compromis et on finit par des compromissions. Et on finit par ne plus diriger la manœuvre. Et la diriger, encore une fois, vous avez bien compris, pour moi, c'est pas être directif, mais c'est savoir diriger, prendre des décisions, choisir et savoir le faire sans justement que les dimensions affectives prennent le pas sur le projet qui est le vôtre. Nous sommes en équipe de France réunis pour gagner. Donc il y a des moments qui ne sont pas des moments faciles de choix, de décisions à prendre. Et je crois que la première chose que l'on doit à ces joueurs, c'est, quand je dis de ne pas les craindre, c'est de les aimer bien sûr, mais d'être capable, dans l'intérêt de l'équipe, de se séparer de l'un d'eux si ça doit améliorer le rendement de l'équipe. Vous reconnaissez-vous dans cette définition de Claude Onesta? J'aime beaucoup Claude Onesta. Dans tout ce qu'il peut dire, dans la fonction, même si on n'est pas dans le même métier. Les mots qu'il utilise, sa voix aussi. Ouais, bon, on a fait un bouquin sur lui dernièrement, je l'ai lu attentivement. Bon, c'est pas par hasard qu'il a réussi aussi, mais j'aime beaucoup sa façon de voir les choses et je partage beaucoup d'idées avec lui. Qu'est-ce que vous partagez justement quand il dit la relation à avoir avec les joueurs qui doit être à la fois proche et distante? Bon, on est dans l'affectif quand même parce qu'il y a une relation humaine. Après, voilà, notre rôle de sélectionneur nous amène à choisir. Donc quand on choisit, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Choisir des hommes, c'est pas évident. Mais ça fait partie de ma fonction et le choix est toujours dicté par rapport à une logique de groupe et un objectif commun. Et comme il le dit, des fois ça joue à peu de choses, ou comme il l'a dit, on ne fait pas une liste pour une grande compétition, on ne prend pas, lui, je ne sais plus combien ils étaient, moi je l'ai dit, je n'ai pas pris les 23 meilleurs, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Après, on est entouré, lui et moi, de personnes dans le staff qui sont importantes, ils parlent beaucoup de management, de relations. Évidemment qu'il y a de l'affectif, parce que je ne suis pas sans affection. Mais à un moment, dans les choix, c'est l'aspect professionnel qui doit primer, quoi. Donc, mais dans les mots qu'il utilise, ouais, beaucoup de similitudes avec ce que je vois moi dans le football, quoi. Depuis la Coupe du Monde au Brésil, on a le sentiment que vos joueurs n'ont plus peur de ce maillot, que la pression est moins forte sur leurs épaules. C'est pas qu'ils avaient peur, c'est que le lien qu'ils avaient avant le match contre l'Ukraine avec ce maillot de l'équipe de France, pour la quasi-totalité, puisque je pense qu'il n'y en avait que deux, il y avait Franck Ribéry et Michael Landreau qui était en 2006. Tous les autres, ils ont connu un lien qui était négatif par rapport à tout ce qui s'est passé. Je ne veux pas revenir en arrière. Donc là, oui, aujourd'hui, ils apprécient, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de se sentir soutenus, aimés. Et puis, bon, c'est quelque chose de... Ils sont accessibles. Après, on n'est jamais axé, mais il y a une proximité avec les gens et puis ils sont naturels. Ils ne sont pas là en train de jouer ou surjouer. Ils ont besoin de ça, les gens leur rendent bien. Aujourd'hui, oui, je peux vous dire, enfin, ça a toujours été le cas, je pense, mais ils se battent et ils sont vraiment très heureux quand ils arrivent au château de Clairefontaine. Alors je voudrais précisément revenir quelques instants sur un dimanche du mois de novembre 2013, celui qui précède le sursaut et la qualification contre l'Ukraine au Stade de France. Jamel Debbouze vient présenter la marche à vos joueurs. C'était prévu bien avant. C'était prévu bien avant, vous ne l'avez pas changé. Non, surtout pas. Quels ont été ces mots ce jour-là et comment ça a fait écho auprès de vos joueurs? C'est un ensemble de choses. Je l'avais prévu et bon, je connais un peu Jamel quand même, donc
Et bon, à un moment, quand il a vu le match aller, on s'est appelé, il m'a dit surtout si je comprends, si tu veux pas. Je lui ai dit non, non, c'était prévu. Au-delà du contenu du film, et l'histoire est quand même importante et avait un lien avec ce qu'on était en train de vivre. Après, bon, c'est Jamel avec ses mots, ses rires, ses blagues, et puis parce que c'est quelqu'un qui est proche de la génération des joueurs aussi, quoi. Ils ont été élevés, ils ont grandi avec Jamel, donc voilà. Et puis c'est quelqu'un de passionné, voilà, il adore le foot, donc c'était un moment aussi avant ce match retour. Moi, je le considérais comme ludique, mais dans le ludique, c'est pas inutile, hein. Bien au contraire. Donc voilà. Quelle place prend l'humour dans votre management, justement? Enfin, il n'y a pas de place dans l'humour quand j'ai des discussions collectives ou entretiens individuels. Après, dans la vie de tous les jours, oui. Mais quand j'ai un message à faire passer, il n'y a pas de second degré. Qu'est-ce qu'une bonne Jamais. causerie? Une bonne causerie, c'est une bonne causerie, c'est celle qui amène forcément un bon résultat et qui permet de capter l'attention des joueurs, en sachant que l'autonomie elle est limitée, donc elle est forcément pas très longue ma causerie, mais toujours axée, toujours en mode de fonctionnement entre l'aspect spécifique, et puis après il y a toujours un côté émotionnel, humain par rapport à chaque match. Oui, voilà. Les toucher, les sensibiliser. Celle justement entre les deux matchs de l'Ukraine, c'est un acte fondateur. Ces mots-là, elles sont venus, vous les avez préparés avant? Ouais, après c'est facile parce que bon, ça s'est bien passé pour nous, mais ça a été une très belle période pour moi en tant que sélectionneur. Parce que c'est là où j'ai l'essence même de ma fonction de sélectionneur, entre le match aller et le match retour. J'étais pas seul. Le rôle du président, de mon staff a été important aussi, mais ouais, on va chercher, activer des ressorts, pas le même avec chaque personne. Oui, bon, aujourd'hui je ne peux pas dire, mais j'ai fait des choses totalement différentes et j'ai emprunté certains chemins un peu tortueux, mais l'essentiel c'est le résultat après. Est-ce qu'on peut en connaître un de ces chemins un peu... Non, ça fait partie de la vie du groupe. De la vie interne. Les joueurs, ils pourront en parler peut-être avec le temps. Après, eux, je leur laisse la liberté. Mais moi, tout ce qui est discussion avec mes joueurs, je préfère les garder pour moi. Vous avez vécu 2 compétitions majeures en France, en 1984 comme supporter, en 1998 comme acteur. Et quel acteur. Comment fait-on pour que l'adrénaline de la compétition ne se transforme pas en mauvaise pression? L'adrénaline, par définition, c'est quelque chose de positif. C'est une excitation, c'est des ingrédients qui permettent de se surpasser. La pression, c'est autre chose. La pression est négative. Il n'y a pas à avoir de pression. Il faut regarder que cet aspect adrénaline. Et l'adrénaline n'est que positive. C'est quand on est remonté à bloc, il y a une attente, il y a de la passion, il y a de la ferveur. Voilà, on est capable de surmonter des montagnes. Voilà, la pression, c'est différent. Le stress n'est pas bon non plus, quoi. Il faut arriver à être concentré et décontracté, et non l'inverse. Formule de Bernard Tapie. Tout à fait. Mais ça m'est resté, mais il avait raison. Hein. Ouais. Mais c'est pas facile. Et des fois, la frontière, elle est très proche. La question de la transmission, un grand joueur ne devient pas forcément un grand entraîneur. Vous avez côtoyé Jean-Claude Thuaudeau, Raymond Goethals, Aimé Jacquet, Marcello Lippi, pour ne citer que cela. Qu'est-ce que vous ont appris ces entraîneurs-là de la gestion d'un groupe? Ils m'ont tous appris, même certains que je considérais pas très bons quand j'étais joueur. Mais voilà, avec des caractères, des personnalités différentes. Évidemment, il y a le travail spécifique, l'aspect plus technico-tactique, comme j'ai l'habitude de le dire, mais là je suis obligé de le redire. Après, voilà, c'est plus ouais, la gestion, l'ambiance de travail, au-delà de la qualité des joueurs dont vous disposez, il se crée une ambiance de vie. C'est pas là où on gagne les matchs, mais c'est là où on peut les perdre aussi, quoi. Et moi, j'aime beaucoup ça, quoi. Je veux que voilà, les joueurs passent du temps pour être bien après sur le terrain, mais qu'ils passent du temps aussi et du bon temps ensemble, comme moi j'en passe aussi avec mon staff, quoi.
Le groupe, justement, il doit bien vivre ensemble, vous venez de le dire à l'instant. Pas facile. Quand je fais une liste pour une grande compétition, là, comme au Brésil, on est resté plus de 6 semaines ensemble. Ouais. Donc il y en a certains qui ont plus ou moins d'aptitude à vivre ensemble, comme on dit, quoi. Je relève la formule tout à l'heure, vous disiez, vous ne retenez pas forcément les meilleurs à chaque Ouais. poste. Parce que des fois, il vaut mieux pour que, on prend un exemple sur un poste, peu importe le poste, d'avoir 2 numéros 1 qui se bouffent le nez, il vaut mieux avoir un numéro 1 et un numéro 2 qui est pas, il ne faut pas qu'il soit trop en décalage, Un vrai mais numéro qui 2. fasse en sorte de mettre dans les meilleures conditions le numéro 1. Et puis quand on part sur 23 joueurs, je ne sais pas lesquels avant le début de la compétition, mais je sais qu'il y en a 4 ou 5 qui ne vont pas jouer du tout. Et c'est pas facile quand vous restez 60 jours, vous vous entraînez. Voilà, je veux perdre personne, donc, mais c'est pas pour ça. Quand je dis ça, je prends pas des agneaux non plus, hein, c'est pas des bini oui, hein, j'avais des joueurs de caractère. Et je rajouterais par rapport à ce que disait avant Claude Nesta, au-delà de faire passer un message, le plus important c'est écouter. Il faut écouter d'abord, avant de. Moi je suis toujours énormément à l'écoute, avant de prendre une décision. Sur les entretiens individuels. Surtout, toutes les infos, tout est bon. Après je fais le tri. Mais oui, et puis avec les joueurs aussi, j'ai besoin de savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, et c'est pour ça que j'entretiens cette relation-là. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain, moi j'y suis plus. La vie de sélectionneur, elle est moins dense que celui d'entraîneur en club. Ah, ça n'a rien à voir. Non. Comment vous gérez votre temps aujourd'hui? Très bien. Bon, je ne sais pas si ça vient, bon, je viens d'un club aussi où je jouais pendant 3 ans, des matchs tous les 3-4 jours. Entraîneur de club, c'est vraiment usant, c'est passionnant, mais c'est du 24 heures sur 24. Aujourd'hui, évidemment, le terrain me manque. J'aurais envie de passer plus de temps avec les joueurs. C'est toujours trop court, mais je suis heureux, épanoui dans ma vie de sélection. Mais il faut gagner les matchs. Hein. Il y en a moins, mais il faut les gagner. Dans le football, dites-vous, il y a les architectes ouais, et les maçons. Non. Il y a des architectes et des maçons, comme dans la vie. Ouais. Moi, je n'étais pas un architecte. Non. Mais ça ne me gêne pas. Hein. J'étais un bon maçon. On a le sentiment, justement, que vous avez posé les fondations de la Maison Bleue au Brésil. Ah oui. Sur un match, un système peut marcher, mais pas sur un autre, estimez-vous. Ouais. Je n'ai pas de certitude, mais des convictions. Quelles sont justement vos convictions à 1 an de l'Euro aujourd'hui? J'en ai beaucoup, plus qu'avant la Coupe du Monde. Oui, parce qu'on est dans un jugement sur un match, la vérité d'un match. Mais oui, ça reste sur un match. Ça a pu ne pas marcher avant et ça peut marcher là. Après, c'est un choix. Et ça m'arrange, mais quand je dis ça, l'entraîneur ou le sélectionneur, il fait que des choix, il fait que des bons choix. C'est surtout les joueurs, de par leur performance, qui les rendent bons ou mauvais. Voilà. Mais j'en vois combien de fois quand je regarde les matchs de foot, des changements en cours de match. Ah, coaching gagnant, coaching perdant, c'est tellement réducteur. Quand un entraîneur fait un choix, il ne fait pas rentrer quelqu'un pour que son équipe soit plus mauvaise, hein, ou moins bonne. Hein. Après, le joueur, il est bon ou il est pas bon. Donc voilà, ça permet de prendre pas mal de recul. Qui sont les architectes et les maçons aujourd'hui de votre effectif? Oh non, là, je parle pour moi, je vais pas. Mais il y a un équilibre à avoir. Il faut de la créativité, il faut le côté instinctif, et puis il y a des joueurs plus de devoir. Mais je ne veux pas les mettre dans des cases parce que des fois c'est le mec de devoir qui peut faire gagner un match. La seule différence, c'est que le mec de devoir par rapport au joueur créatif, mais le joueur créatif, il peut sur un geste, il peut faire quelque chose. Celui de devoir, c'est sur la durée et la longueur. Mais moi, j'ai toujours pensé comme ça. Je savais que quand j'étais joueur, je faisais en sorte, je n'étais pas irremplaçable, mais d'être indispensable. Et dans tous les clubs où j'ai joué, que l'entraîneur me mette toujours dans le premier sur l'équipe, dans l'équipe. Votre fils Dylan a aujourd'hui l'âge que vous aviez quand vous débutiez votre carrière. Ouais. Ouais. Un peu plus âgé quand même. Il est un tout petit peu plus âgé. Ouais, il va faire 19 ans, très bientôt. On sait peu de choses sur vous. Est-ce facile de protéger vos proches ouais. et votre famille avec des médias et des réseaux sociaux de plus en plus intrusifs? C'est un choix que j'ai fait déjà dans ma carrière de joueur. Après, je ne m'interdis rien. Bon, dernièrement, je suis sorti avec lui pour... on s'est fait un peu photographier, mais bon... Ouais, voilà, mais bon... Non, il vit sa vie, j'ai toujours fait en sorte... J'ai pas ouvert les portes. Dès qu'on ouvre un peu, après chacun est libre, s'il y en a qui veulent... Moi,
j'ai jamais eu besoin d'être dans la presse people, j'y suis malgré moi ou par rapport à ce que j'ai fait. Je ne suis pas à la recherche de notoriété. Si demain on ne me reconnaît pas, je vivrai très très bien, j'ai pas de souci. Vous reconnaissez-vous dans l'image que les médias renvoient de vous? Est-ce que vous y accordez de l'importance? Aujourd'hui, l'image est importante. Après, je suis naturel. Après, voilà, quand je suis dans mon métier, en conférence de presse, je ne suis pas là pour être marrant, même si je peux faire un peu d'humour. Mais c'est très conventionnel. Mais bon, il y en a qui peuvent être surpris, beaucoup moins maintenant, parce qu'ils me voient différemment aussi. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime bien rire, je suis un bon vivant. Voilà, mais quand je suis sérieux aussi, quoi. Donc, mais bon, des fois, il y a des étiquettes qu'on peut coller, on peut se donner. Moi aussi, je peux juger une personne sans la connaître, en me disant, tiens, lui, il peut être comme ça, comme ça. C'est pas forcément la réalité du quotidien, quoi. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Non, ça ne m'intéresse pas. Non, après, chacun est libre, non, 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 ça ne m'intéresse pas. Apparemment, vous n'écoutez pas Booba, si j'ai bien compris. Mon fils, il va me massacrer. Il ne faut pas que je le croise, autrement il va m'enfiler une Booba. Non, non, sincèrement. Oui, oui. Voilà, c'est la musique des jeunes. Qu'est-ce que vous écoutez, vous? Un peu tout, la radio, Ouais. tout ce qui passe, quoi. Non, mais je l'écoute à Booba. Ouais. Là, j'ai fait de l'humour, hein. Je savais qui c'était quand même, hein. Mon fils, il l'écoute sans arrêt, donc ouais. Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, quoi. Mais... Ouais. Non, non, mais je le connais. On compte en plus de vous, Didier Deschamps, un peu plus de 66 millions de sélectionneurs en France, Ouais, certainement, ouais. à peu près. Ouais, ouais. Ce sera ma dernière question. Arrivez-vous, j'allais dire davantage encore à 1 an de l'Euro, à prendre du recul, à faire que votre vie tourne un peu moins autour du ballon rond, bref, à vous mettre un petit peu hors jeu? Je suis pas hors jeu, mais je prends du recul, oui. À moi, tout l'aspect médiatique, je prends ça avec beaucoup. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le secret des dieux, mais par exemple, quand je suis en stage avec mes joueurs, ou là en Coupe du Monde, je n'ai pas lu un journal, je n'ai pas regardé un site, je me suis coupé de tout. J'étais dans mon monde. S'il y avait quelque chose d'important, hein, par rapport au groupe, évidemment, entre Philippe Tournon et Guy Stéphane et Franck Raviot, j'étais informé, mais je ne veux pas être dans l'analyse juste après, les commentaires, les débats, que ce soit télé, radio. Là, je regarde de temps en temps, je zappe, je lis en diagonale les journaux, sauf s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Je vis avec ma propre vision, mes propres idées aussi. Mais je vis bien, hein, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que la Coupe du Monde, vous avez lu la presse après, ou alors vous avez... Oui, encore. Certains trucs, quoi. Ouais, ouais. C'est passé. Non, j'avais pas envie parce que ça m'a servi aussi ma carrière de joueur. J'ai vu certains entraîneurs et certains qui ont eu beaucoup de résultats d'être conditionnés par rapport, voilà, ou même, je me rappelle Marcello Lippi, même sur une séance d'entraînement, arrivé ronchon et tout. Bon, on le connaissait, on savait. Il suffit qu'il y avait un mot, une virgule dans le journal. Ça conditionne. Et je sais aussi, même si ça m'est déjà arrivé, qu'il y a quelqu'un qui peut dire ou écrire des choses vraiment très très dures sur moi et que je les ai vues ou je les ai lues et que je suis en conférence de presse quelques heures après et que ce mec-là, tout souriant, me pose une question. La nature humaine voudrait que quoi? Que je lui réponde et que je l'agresse verbalement. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que je ne m'adresse pas à lui, mais je m'adresse à beaucoup de personnes qui sont derrière la caméra. Donc. Et puis ça passe, quoi. Maintenant, je ne vous cache pas qu'il y a quelques années, je prenais tout beaucoup plus à bras le corps, mais aujourd'hui, ça glisse, ça passe. Ça peut m'énerver sur le moment, mais vraiment un tout petit moment. Avant, et puis j'étais impulsif, donc je réagissais un peu trop sur l'émotion. Vous serez où le 10 juillet 2016? Au Stade de France. Mais sur le banc, j'espère. Merci beaucoup. Merci à vous.